à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Café Vert. Et donc aujourd'hui on reçoit François. Bonjour. François, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Moi très bien, et donc en plus l'épisode d'aujourd'hui c'est un sujet que tout le monde aime, le voyage. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais? Alors moi c'est François, j'ai 24 ans. Il y a 2 ans j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur généraliste dans le nord de la France à Lille. Et juste après cette école, je suis parti voyager pour un voyage de 18 mois. Ah oui, 18 mois 18 mois, sans prendre l'avion, de manière un peu éco-responsable, voilà. Et voilà, je me considère un peu comme un aventurier moderne, un vagabond. Et donc t'es parti où là pour que ça soit aussi long justement? J'ai fait les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Finalement, pas grand-chose, mais bon, c'était un voyage lent. Et du coup, dans cet épisode, on va un peu retracer le voyage de François. Et il va vous donner également des conseils pour voyager de façon écolo. Si tu veux, on peut commencer à rentrer direct dans le sujet. Donc, pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Alors en fait, dans le cadre de mes études, j'avais déjà fait un voyage de 4 mois en stop, et j'avais adoré ça. Je trouve que le stop, c'est un truc génial. Et je voulais réitérer la chose après mon diplôme. Et donc, voilà, l'idée du voyage, c'était de partir uniquement en stop. De ne pas prendre l'avion, et de faire du stop de A à Z. Et notamment... Même au-dessus de l'eau? Exactement, même au-dessus de l'eau. Notamment, j'ai traversé l'Atlantique en voilier pour arriver du coup en Caraïbes et en Amérique du Sud. Ok, et donc on peut commencer depuis le début, un peu la préparation. Comment tu te prépares pour ce genre de voyage? Alors moi, j'ai le principe du stop aussi, c'est l'inattendu. Et du coup, j'avais pas préparé grand-chose finalement. Ouais. J'avais préparé mon sac à dos et après, c'était au petit bonheur la chance. Juste, je voyais comment ça s'avançait et je laissais place à l'inattendu. C'est vraiment, c'est ça, backpack, tu te mets au bord de la route et c'est parti. C'est ça, je suis parti de chez moi, j'ai claqué la porte et voilà. D'ailleurs, pour revenir au stop, on avait une ancienne invitée qui prenait aussi beaucoup le stop. Toi, tu es un adepte du stop ou tu as commencé le stop avec ce voyage? J'ai commencé le stop il y a à peu près 6 ans. J'en ai fait pas mal du coup. Dans ce premier voyage, j'ai fait un tour d'Europe en stop aussi. Et c'est quelque chose que je fais énormément. Là, pour un chiffre, sur les 6 dernières années, j'ai dû faire à peu près 100 000 km en stop. 100 000, c'est énorme, ouais. Ouais. Mais bon, ça passe vite. Donc ouais, c'était en Europe, principalement. Europe, Chine, Caraïbes, Amérique du Sud. Et au milieu de l'océan. Ah ok, de toute façon, plus tard dans l'épisode, tu nous raconteras un peu tes conseils pour prendre du stop. Et donc, parmi tous ces voyages en stop que tu as fait, parmi ces 100 000 km, est-ce que tu as un voyage en particulier qui t'a marqué, ou un mode de transport, j'imagine? Ouais, c'est ça. Une fois, quand même, en particulier, j'ai fait du cheval stop. À 2 sur un cheval ou À 2 sur un cheval, c'était à Cuba. Quelqu'un qui arrive en cheval derrière moi, donc je vais mettre le pouce, ça coûte rien. Et il a dit, vas-y, monte. Et voilà, j'ai fait du cheval stop. Ah, c'est ça. En plus, j'imagine, en termes d'émissions de carbone, là, on est vraiment sur du 0-0. C'était comique, surtout. C'est vrai le mec était complètement bourré sur son cheval. C'était sportif, mais c'était marrant. J'imagine que ça devait être une expérience marquante. Mais donc, on va commencer un peu ce voyage. Donc, la première partie, c'était pour aller en Espagne, c'est ça? Je suis parti donc du nord de la France, de l'autostop très classique pour arriver jusqu'à Gibraltar. Là, j'ai commencé réellement le bateau stop. Ok. Je savais pas, à vrai dire, qu'on pouvait prendre le stop en bateau. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? C'est un petit peu plus compliqué, surtout un petit peu plus long que l'autostop. Il s'agit pas de se mettre sur le port avec le pouce levé. Ouais. Y a plusieurs manières de faire, mais moi, je suis arrivé au port. Et j'allais voir les bateaux un par un et je leur demandais est-ce que vous allez vers les îles Canaries? Et j'ai demandé une journée, et au bout d'une journée, quelqu'un qui me dit peut-être, etc. Repasse demain. Et le lendemain, on a parlé, il a dit ok, vas-y, je te prends les îles Canaries. Mais il y a un retour à faire, en tout cas financier. Est-ce que tu dois payer quelque chose pour prendre ce bateau ou donner peut-être de ton temps? Alors la plupart des bateaux qu'ils prennent, c'est quand même des voiliers. Et ce sont des propriétaires privés, donc c'est leur propre bateau, et en général, les gens ils voyagent comme ça pendant de nombreux temps. Et donc en fait c'est un peu à leur discrétion. Donc il y en a certains qui font payer un certain nombre par jour parce qu'ils manquent d'argent. La plupart du temps ils vont quand même dire tu payes ta nourriture et ils se débrouillent du reste.
C'est vrai que j'imagine, parce que donc t'as fait une première partie pour aller aux îles Canaries, ça a duré combien de temps le voyage? 5 jours. 5 jours. Mais ensuite, tu nous raconteras, mais il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus longue. C'est la traversée de l'Atlantique. La grande traversée de l'Atlantique en bateau, donc toujours le même fonctionnement. Dans les îles Canaries, t'allais voir des personnes. C'est ça, je faisais un premier port, j'allais voir tous les bateaux, ça marchait pas, j'allais au deuxième port, je faisais tous les bateaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé relativement rapidement, à peu près 5 jours. Parce que c'est pas plus dur justement plus la traversée est longue, plus c'est dur, non? Ou... Pas forcément, parce que l'Atlantique c'est quand même un truc qui est assez facile à faire, c'est relativement court. Donc voilà, le temps le plus long sans deux terres c'est 3 semaines. Okay. C'est-à-dire sur un temps bateau c'est très court quand même. Et du coup c'est un truc où il y a étrangement il y a beaucoup de bateaux stoppers qui font la traversée atlantique. Ok. On va dire en pleine saison, on peut avoir dans les îles Canaries jusqu'à plus de 100 personnes qui font du bateau stop en même temps. Et donc là tu avais par exemple pour ce voyage-là en particulier, la traversée de l'Atlantique, par rapport à ce que tu disais, tu as préparé de la nourriture pour tout le voyage. C'est ça. Donc on fait les courses et faut se dire voilà, faut faire les courses pour 18 jours. Et chez des conserves et on n'a pas le choix de repasser chez l'épicier entre temps, faut tout prévoir. Ok. Ah, ça doit être vraiment un peu différent d'un stop habituel, j'imagine. C'est beaucoup plus engageant de la part du capitaine parce qu'évidemment il est responsable de toi, il y a un point de vue sécurité qui est à prendre en compte, bien sûr faut aussi choisir le bon capitaine parce qu'il y en a c'est un peu des branquignoles. non, il faut... C'est vrai qu'ils sont des marins d'eau douce qui naviguent en mer salée. C'est ça, j'ai eu quelques échos de mauvaises expériences, mais voilà, moi j'ai toujours eu des super bons capitaines en général, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils risquent leur vie aussi, et ils vivent sur leur voilier, ils savent ce qu'ils font, donc en général, c'est généralement super et des bonnes expériences. Et tu disais qu'ils étaient responsables des personnes qui se hébergeaient sur le bateau, c'est ça? C'est ça, ils sont responsables de toi parce que malgré tout, si t'as un problème, c'est leur faute quand même, parce que c'est eux qui décident de tout. Mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'il faut savoir faire de la voile, parce que moi je suis parti sans aucune expérience de voile, et j'ai appris sur le tas. Et j'allais sur le bateau et les capitaines m'apprenaient, au fur et à mesure j'apprenais, maintenant je sais faire de la voile, je saurais manœuvrer un voilier tout seul. De toute façon j'imagine qu'au milieu de l'Atlantique t'avais pas forcément beaucoup d'autres choses à faire, ça peut pas être long au bout d'un moment, 3 semaines je trouve qu'on apprend le vrai ennui, on apprend à s'ennuyer, parce que on n'a pas la chance bizarrement de s'ennuyer dans la vie actuelle, et que là on apprend l'ennui pur et dur, et c'est génial, enfin c'est un truc que sûrement je ne revivrai plus dans ma vie. Et c'était chiant, mais c'était très formateur. Et peut-être par rapport à ça, justement, Julie qui faisait de l'autostop disait que grâce à l'autostop, et pour toi le bateau stop également, justement ça te permet de... pour elle, le voyage vers la destination faisait partie du voyage. Avec les avions, maintenant on avait un peu loupé ça, on va dire. C'est une petite citation, c'est qu'au final l'important c'est pas la destination, mais c'est ce qui se passe pendant le voyage, et le plus important c'est surtout les détours. Les détours qui se passent pendant le voyage. J'imagine que quand on fait un voyage comme le tien, là maintenant on va dire en Amérique, donc t'as débarqué où? Je suis arrivé dans les Caraïbes en Martinique. Okay. Et ensuite de là j'ai passé 4-5 mois à faire de l'île en île, du bateau stop. Et tout était un peu planifié, ou c'était il y a un bateau pour aller disons à Cuba ou dans une autre île et hop tu rentrais dedans? Moi à la base je voulais arriver à la fin de ma transat au Brésil. Je suis arrivé dans les Caraïbes. Je voulais pas aller dans les Caraïbes au départ, et au final j'ai passé 6 mois là-bas, donc c'était l'imprévu total. Et ça s'est bien passé, en tout cas. C'était incroyable, c'était un endroit que je connaissais pas du tout, où il y a une bonne communauté de bateaux stoppers, et c'était génial de pouvoir rencontrer ces gens, de pouvoir découvrir ces îles, cette culture, et c'est très différent du cliché qu'on s'en fait, où voilà, c'est les îles avec l'eau bleue, paradisiaque. Et au final c'est plein d'îles qui ont une culture et un paysage et un climat très différents. Ouais. Après, c'est vrai que dans les îles Caraïbes, on parle beaucoup de pollution dans l'eau. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Ouais, surtout dans les îles les plus pauvres, comme Haïti par exemple. Où là, mais je pense que c'est surtout un problème d'éducation des gens qui ne savent pas que forcément c'est mauvais. Et voilà. Ok. Et ensuite, donc là c'était le transport pour aller de chez nous en Europe jusqu'au, pas le bout du monde, mais pratiquement l'Amérique du Sud. Et donc ensuite, t'as fait un road trip en Amérique du Sud vraiment, en tout cas sur la terre. Par quel pays t'es passé? Donc on m'a déposé en Colombie, et là j'ai fait 11 mois en Amérique du Sud. Okay. Donc pareil, sur l'idée principale du voyage, c'était tout en stop. Et donc j'ai fait du nord à la Colombie jusqu'à quasiment au sud en Argentine et Chili. D'ailleurs par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres types de transports qui sont souvent utilisés par les voyageurs, le bus par exemple ou le vélo. Toi t'as vraiment choisi l'autostop, tu voulais faire de l'autostop, en tout cas d'où vient ton choix? Alors le choix, parce que j'aime ça, c'est cool,
que quand même ça permet de faire des économies, parce que quand on voyage 1 an et demi, il faut quand même tenir le budget, et aussi que c'était le point de vue de faire un voyage écologique. Et donc c'est ça. Alors effectivement, le vélo, c'est très écologique aussi, juste que voilà, c'est pas trop mon truc, mais il y en a plein qui en font en Amérique du Sud, et je trouve ça génial, mais bon, j'ai pas le physique pour ça, je pense. Et le bus, il y en a beaucoup qui font ça, et c'est aussi top. Enfin, les endroits, c'est très peu cher, et c'est aussi bien mieux que de prendre l'avion, dans tous les cas. D'ailleurs, tu parlais de voyage écologique. Tu disais qu'au début de ton voyage, c'était pas forcément l'objectif, mais que c'est arrivé en cours de route. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu comment c'est venu cette prise de conscience ? Alors donc oui, l'idée à la base, c'est comme tu le disais, c'était que c'était un voyage à faire en stop. C'était l'idée principale, et la partie écologique, c'était secondaire. Et au final, en fait, tout simplement en voyageant, en rencontrant d'autres personnes d'autres cultures, à la fois dans les locaux et dans les autres voyageurs, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, et je suis notamment devenu végétarien pendant ce voyage, et du coup ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, et du coup de comment réduire l'impact carbone du voyage. Donc c'est à partir de discussions avec les personnes ils t'ont parlé de leur motivation, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait, les motivations, et puis même de voir la vie dans ces pays en fait, de comment ça se passe, comment, par exemple, on parlait tout à l'heure de la gestion des déchets, etc. Et ça fait réfléchir. Ah, d'ailleurs, Hélène, un de nos dernières invités, justement une de ses prises de conscience, elle était au Brésil, de voir les sacs plastiques accrochés aux arbres qui servaient de poubelle. Est-ce que c'est ce genre aussi de choses, voir la pollution, dans ces pays-là qui t'a... Est-ce que tu as vu des choses, justement ? Ah oui, complètement. T'as des exemples Je peux donner l'exemple de la rivière amazonienne, par exemple, où j'ai pris du bateau sur la rivière amazonienne, et où même les locaux, ou alors je me disais que quand même les indigènes, on va dire, quand même, qui vivent là-bas, ils sont un peu concernés par ça. Et non, en fait, ils buvaient des bouteilles en plastique et les jetaient dans la rivière amazonienne juste après, sans se poser de questions. Et par contre, ça, c'est clairement... Enfin, faut pas juger, c'est vraiment un problème d'éducation et de savoir, quoi, simplement. C'est vrai que là-dessus, faut pas forcément oublier que généralement, ces populations polluent quand même moins, même si on voit ces pollutions-là, polluent moins que nous, Européens, qui faisons de la trottinette électrique. C'est ça, non, ce qui m'a le plus choqué, en fait, je pense, c'est le retour en France, où en fait, j'étais un peu dans ce monde idéal, quand même, avec des populations qui font quand même un peu gaffe. Enfin, c'est pas qu'ils font gaffe, mais ils polluent quand même pas incroyablement, ils prennent peu l'avion parce qu'ils sont pas riches non plus, et avec des voyageurs qui sont quand même sensibilisés sur le truc, etc. Et le retour en France a été un peu brutal pour moi, en fait. C'est plus ça qui m'a fait prendre conscience aussi. Et donc, tu disais qu'en discutant avec les personnes là-bas, donc t'as eu une prise de conscience écologique, et donc t'as essayé de réduire, c'est ça, sur tout ton voyage, un peu ton empreinte. Est-ce que t'as des exemples ? C'est ça. Alors, donc j'ai un peu essayé de définir, qu'est-ce qui pollue en fait quand on voyage. Donc les 3 grandes sources principales, on va dire, c'est le transport, le logement et l'alimentation. Okay. Et étrangement, la plus facile à changer, c'est le transport et bien évidemment notamment l'aviation. Ouais. Mais c'est aussi le truc que les gens sont le moins prêts à changer. Et pour autant, c'est un impact énorme. Donc les impacts principaux. Donc le transport, évidemment, c'est déjà de refuser de prendre l'avion ou d'éviter de le prendre. Peut-être quand on a des alternatives possibles, prendre des trains, du stop, bus, j'en sais rien. Ça, il y a 1000 possibilités, c'est ce que tu dis. Tout à fait. Et encore plus, forcément, on va dire que si on a plus de temps, c'est facile, mais ça peut aussi remettre la question de est-ce qu'on n'a pas envie de prendre plus le temps, ou peut-être de voyager moins loin. Moins longtemps. Donc toi qui as voyagé pas mal en Amérique du Sud, en Chine, est-ce que pour toi, voyager aussi loin t'a apporté des choses différentes que ce que tu aurais pu avoir ici en Europe en voyageant en Allemagne ou en Espagne ? Comme je dis, ce qui m'a fait beaucoup changer, c'est pas tant là où je suis allé, mais c'est vraiment ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, plutôt que la destination. Donc je pense que j'aurais pu vivre la même chose en Europe. Ok. Et donc, pour revenir à ton voyage en Amérique du Sud, donc tu parlais des différents points, donc plus facile, le transport. Ensuite, on a donc le logement où, en général, c'est quand même quelque chose que font la plupart des gens parce qu'en voyage, on va dire sur des voyages longue durée, les gens font attention à leur budget. Du coup, ils vont choisir plutôt des auberges de jeunesse que des hôtels 5 étoiles et que forcément, ça pollue moins. Donc ça, à la limite, c'est pas trop compliqué. Et le troisième point principal, on va dire l'alimentation. Là, je veux dire que c'est plus un problème global parce qu'au final, on mange, qu'on soit en voyage ou pas, on mange. Et que là, ça serait un autre débat de dire, forcément, manger moins de viande, bien sûr, mais que ça soit en voyage ou chez soi, ça s'applique quand même. Et d'ailleurs, par rapport à ce voyage, je t'ai pas posé la question, tu l'as fait seul ou tu l'as fait avec des personnes ? J'ai fait 1 an tout seul, et au bout d'1 an, j'ai une amie qui m'a rejoint, et j'ai fait 6 mois avec mon amie. Sachant que, on se dit le cliché de voyage seul, est-ce que je m'ennuie pas ? Dans les voyages seuls, on n'est jamais tout seul. On est juste qu'on est plein de personnes différentes à chaque fois. Justement, c'est à partir des rencontres que tu as fait sur place, tu
eu cette prise de conscience écologique. C'est également par rapport à ce que tu as vu, est-ce que tu as d'autres éléments qui t'ont fait un peu penser à changer de comportement, à agir C'est principalement de voir d'autres personnes qui n'en ont rien à foutre, quoi. Des personnes qui viennent voyager 3 semaines en Colombie et qui prennent 7 fois l'avion en 3 semaines parce que c'est pas cher. C'est ça qui m'a fait réagir aussi. J'imagine, comme tu dis, ça vient des deux points, on va dire. C'est-à-dire ceux qui agissent et qui montrent comment ils agissent, et ceux qui agissent pas et qui montrent à quel point c'est désastreux. Ouais, tout à fait. C'est désastreux ce qu'ils font. Ouais. Et donc, de ces 18 mois de voyage, un peu quel bilan t'en fais sur le plan personnel? Principalement, est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'as appris de ce voyage? Alors, c'est une question très vaste. Non, ça m'a appris énormément de choses. Ça a vraiment changé ma vie sur... plein de domaines particuliers, et en particulier, par exemple, là, en rentrant, j'ai énormément changé mon comportement, mes manières de faire, ma manière de consommer, donc je pourrais en parler des heures, mais voilà, ça a changé ma vie complètement. D'ailleurs, a priori, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine discussion. Peut-être. On en a discuté justement, mais donc, pour plus tard. Ouais. Et donc, sur ton voyage, quelles sont les principales difficultés, donc peut-être plus sur la partie environnement écologique, les difficultés que tu as rencontrées moi, je dirais que en général? Les difficultés d'un point de vue écologique, c'est vraiment que, on va dire par exemple sur le fait d'être végétarien, il y a vraiment c'est pas du tout dans la culture là-bas, que les gens se rendent pas compte que être végétarien, c'est quoi? Et vous êtes quoi? Ça veut dire quoi? Vous mangez du coup de la viande? Non, enfin, les gens comprennent pas forcément. Ouais. Non, je dirais quand même la principale difficulté de manière globale, pour moi, c'était pas la solitude, mais le manque de la famille, le manque des amis et tout ça. Et le manque aussi d'une certaine forme de routine, en fait. D'avoir mon chez-moi, d'avoir mon petit bac à linge sale, mon ceci, mon cela, ça peut paraître bête, mais moi c'est ce qui me manque. C'est un manque, parce que tu dis que tu étais toujours entouré, mais ces rencontres, ça ne comblait pas un peu bien sûr, familial? Mais il y a aussi l'autre côté, où des fois beaucoup de ces rencontres sont des rencontres éphémères, et c'est très sympa au début, mais après on peut se lasser. Ouais. Et sur le voyage, sur les paysages, sur les pays, est-ce qu'il y a des moments marquants qui t'ont marqué? Ou peut-être une question toute simple, quel pays... Parmi tous les pays que tu as visités pendant ce voyage, quel pays t'a apporté le plus d'expérience ou... C'est vrai que c'est une question très vague. Je dirais que ça dépend de quel critère. Pour ce qui est de la culture, je peux vous dire la Colombie. Pour ce qui est du dépaysement, je vais parler de Haïti. Pour ce qui est de la nourriture, du Pérou peut-être. Le paysage, sûrement l'Argentine. Donc non, à chaque fois c'était quelque chose de différent et d'unique. En gros, chaque pays a quelque chose à apporter sur des sujets différents. Ouais. Donc tu conseillerais si une personne a l'occasion comme toi d'y aller et a du temps pour le faire, de vraiment visiter chacun de ces pays si possible? Moi, ce que je dirais dans tous les cas, le meilleur conseil en voyage que je peux faire, c'est de prendre le temps et d'essayer de sortir des sentiers battus. De pas faire 3 semaines de regarder les highlights du guide du routard et d'aller à tous ces trucs parce que c'est les plus beaux. Il y a d'autres choses super belles qui sont bien plus intéressantes des fois que l'original, on va dire. Pour se perdre un petit peu. Exactement. Ouais. Les détours, encore une fois. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai que personnellement, quand je fais des voyages en Europe, je l'applique, mais plutôt à l'échelle d'une ville, d'arriver dans une ville et ensuite d'aller un peu à droite à gauche. Mais à l'échelle d'un continent, j'imagine que tu dois voir des choses exceptionnelles. C'est ça. Et puis faut se dire que voilà, ça prend forcément du temps, mais j'avais le temps, donc c'est pas grave. Mais voilà, j'ai quand même passé 11 mois en Amérique du Sud. Voilà, j'y allais tout doucement et sans me prendre la tête. Et maintenant que tu es revenu de ce voyage, donc tu es revenu quand? En avril, du coup, à cause du corona. Et j'ai malheureusement un peu pas eu le choix de revenir en avion, mais bon, j'imagine la crise sanitaire, oui, forcément. Ça n'a pas aidé. Comme on voit maintenant à quel point le Covid, justement, agit au Brésil. Parce qu'il y a les conséquences assez désastreuses qui se passent là-bas. Je sais pas si tu suis un peu maintenant que tu es revenu ou pas trop. Ouais, non, oui, je suis là-bas. Moi, j'étais en Argentine quand je suis rentré, et là-bas, justement, ça se passe très bien parce qu'ils ont un peu paniqué quand tout est parti en Europe, et du coup, là, ils s'en sortent très bien parce qu'ils ont pris des mesures très tôt. Donc ça va. Et à partir du moment où justement les restrictions de déplacement seront levées, est-ce que tu prévois de voyager dans les prochains mois, prochaines semaines? Non, moi j'ai quand même bien visité, j'ai fait pas mal de choses et du coup voilà, je préfère Tu disais de revenir à une routine. C'est ça, j'ai envie d'avoir ma routine. Et du coup dans un futur à court ou moyen terme, je pense rester et avoir un petit... Et d'ailleurs, donc par rapport à ce voyage, tu avais une page Facebook? Oui, vous pouvez suivre sur la page Facebook ou Instagram, ça s'appelle The Fun Tour. Ok. Le tour pouce. Le tour du pouce, voilà. Le tour du pouce. Le nom fait sens, hein. En tout cas, de toute façon, je mettrai le lien de la page Facebook en description de cet épisode.
Mais si des personnes ont des questions justement sur les bateaux stop ou ce type de voyage, ils peuvent te contacter? Ouais, tout à fait, ils peuvent m'envoyer des messages ou même commenter, et ça me fera un plaisir d'y répondre. Ok, ça marche. On va passer directement, si tu le veux bien, si tu as peut-être quelque chose à ajouter Attends. par rapport à ce voyage. Non, je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est vraiment que voilà, il y a des alternatives et il faut pas penser que l'avion ça soit la solution par défaut et que c'est pas parce que on n'a pas de temps qu'on peut pas faire autrement. Voilà, faut vraiment réfléchir à toutes ces actions quand on voyage et quand on vit bien sûr, mais dans le cas du voyage. Mais voilà, est-ce que à la place de faire du saut en parachute, je ferais pas du parapente plutôt, faire un tour de caca parce que je ferais pas un tour en vélo par exemple, c'est voilà, réfléchir avant de prendre des actions. Et c'est vrai que toi t'es le parfait exemple de on peut voyager loin sans utiliser l'avion. Après peut-être tu penses que c'est possible de faire le même type de voyage sur un temps plus court que 1 an et demi? Bien sûr plus court qu'un an et demi, bien sûr c'est possible, mais bien après on va pas partir en Amérique du Sud pour 3 semaines. Mais après comme je le dis, pour 3 semaines il y a énormément de choses qu'on peut faire en Europe. Un exemple tout con, c'est que j'ai fait un tour de France avec un ami après le déconfinement. Et j'ai vu des endroits où j'étais jamais allé, et la France a des paysages incroyables. Donc j'ai fait certaines randonnées dans les Alpes, qui étaient parfois mieux que des randonnées que j'ai fait en Amérique du Sud. Donc il y a des joyaux partout, et on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour en voir. Donc c'est une bonne transition pour la 4e partie de ce podcast, donc les écolo-tips. 4 questions, 4 réponses sur les 3 principaux thèmes de ce podcast, ainsi qu'un sujet culturel. Donc première question, est-ce que tu as une recette végétarienne, un plat végétarien que tu conseilles, que tu manges régulièrement Moi je vous conseille, prochaine fois que vous allez manger un kebab, au lieu de prendre un kebab, prenez un falafel. Un falafel? Ouais, c'est végétarien, c'est bien. Mais est-ce que tu en cuisines? J'aimerais apprendre. Mais bientôt, je vais apprendre. En tout cas, nous on trouvera, il y a plein de recettes de falafel, et j'imagine que peut-être tu t'en inspireras pour cuisiner toi-même. Ouais, justement, j'essaierai de suivre peut-être pour en faire moi-même. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative au kebab à 3h du mat. Exactement. En post-soirée. Et c'est au même endroit, donc même endroit, même prix, il n'y a aucune excuse. C'est vrai, je le dis parce que j'en suis un adepte ouais. également. Pour les transports, est-ce que tu as un endroit en France ou en Europe proche où on peut accéder en train, en tout cas sans avion? Toi, tu pourrais dire Amérique du Sud en bateau stop, mais bon. Ouais, j'allais faire la blague, l'Amérique du Sud. Mais... non, moi je dirais pas tant un endroit, mais plutôt j'ai découvert là récemment les bus de nuit. Je savais pas que ça existait encore en France, en Europe, et c'est génial, ça permet d'emmener à des endroits loin pour vraiment peu cher. Et c'est de nuit quoi, donc on dort dans le bus et hop, le lendemain on est arrivé, c'est nickel. Donc c'est peut-être une destination en particulier ou Bretagne. Partout? Bretagne, j'y suis pas encore allé du coup, l'année prochaine peut-être. Ça marche. Et une astuce zéro déchet que tu appliques, ou que tu aimerais appliquer d'ailleurs, c'est peut-être... Ouais, un truc top. Voilà, quand vous allez au supermarché, enfin ou n'importe où, et que vous voulez acheter des légumes, au lieu de prendre un sac individuel pour chaque légume, vous prenez un grand sac de course, vous posez tous vos légumes, vous les mettez dans votre sac, et vous accrochez toutes les étiquettes sur votre sac. Et non seulement les caissières sont ravies parce que ça prend moins de temps pour elles, et en plus toi t'as tes légumes qui sont directement dans ton sac, pas besoin de les sortir, et pouf, après tu pars avec ton sac de légumes sans aucun problème. Ça fonctionnait souvent, j'ai l'impression que si on fait ce genre de pratique, on est plutôt engueulé qu'autre chose par les... Et non, justement, les caissières à chaque fois elles me disent ah merci, c'est quand même bien plus facile. Donc non, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est peut-être une astuce à appliquer en parallèle avec des sacs non plastiques justement. Comme tu dis, prendre sac de course et spécial légumes, et tout mettre dedans. C'est ça, parce que certes des sacs en papier c'est mieux que des sacs en plastique, mais ça reste quand même des sacs, donc une alternative quand même bien. Et enfin, un élément culturel, un livre, un film, un article, parce qu'il y a quelque chose que tu conseilles à toute personne qui voudrait se renseigner un peu sur le sujet de l'environnement. Alors il y a 2 livres très intéressants, la première c'est The Guide de la famille zéro déchet. Ok. C'est en anglais? Non, j'imagine. Non, en français, The Guide de la famille zéro déchet, qui a été suivi par The Guide de la famille en transition écologique. Okay. Le must-have du zéro déchet. Et donc en quoi ça consiste? Ça résume en fait les différents endroits d'action pour avoir un impact fort sur le zéro déchet et puis sur le deuxième sur la transition écologique. Ça prend les différents thèmes pour faire le zéro déchet ou faire une transition écologique dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, et donc c'est un guide dans les produits ménagers, etc. Ouais. C'est vrai que pour tous ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent agir, j'imagine que c'est un très bon moyen d'appliquer ça tous les jours, fabriquer ces objets soi-même, j'imagine. C'est des exemples simples, concrets, et voilà, c'est top. Ah c'est vrai, ça ferait presque de la concurrence à ce podcast, mais c'est vrai que c'est une très bonne, un très bon conseil de lecture. Je suis sûr que la plupart des gens qui écouteront ce podcast connaîtront déjà, parce que c'est le must-have de ça. Et en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura
Vous pourrez trouver les références de ce bouquin sur cafévertpodcast.fr. Et donc, c'est fini pour cet épisode. Merci beaucoup François pour nous avoir raconté ton expérience. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de raconter ça. En tout cas, c'est normal. Justement, quand on en avait discuté un peu avant, j'avais été très intéressé justement par le fait de voyager aussi loin sans prendre l'avion, parce que c'est quand même un des grands ennemis de l'environnement quand même. Surtout, je sais pas si tu as entendu parler en Australie, maintenant, ils font des vols en avion qui partent de Sydney et qui reviennent à Sydney pour faire le tour de l'Australie et visiter. Même pas entendu parler, mais ça ne m'étonne pas. Des choses assez... en tout cas, j'espère que ça va vous donner des idées. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller voir François sur sa page, donc The Thumb Tour, sur Facebook. Et vous pourrez retrouver donc cet épisode sur les principales plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, et également sur le site internet cafévertpodcast.fr. Salut François. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.